Nous cherchions l'entrée d'un réseau de grottes dans les Appalaches. Au lieu de cela, nous avons trouvé un escalier. Il était simplement là, dans la forêt, descendant dans une fissure dans le sol. L'expédition en était déjà à son 3e jour et les résultats étaient nuls. Notre géoradar indiquait des cavités sous terre, mais toutes les entrées supposées s'avéraient soit obstruées, soit de faux échos. Nous, c'est-à-dire moi, Donovan, le chef de l'équipe, Kaylen, notre géologue, Elara, médecin et biologiste, et Rhys, caméraman, qui documentait tout avec sa caméra. Nous travaillions grâce à une subvention privée et le temps pressait. Nous étions à la mi-août, la chaleur était étouffante et humide. L'air bourdonnait d'insectes. Nous étions épuisés et notre humeur était proche du point de rupture. C'est Kaylen qui a remarqué le premier l'anomalie. Il s'est arrêté pour vérifier la carte et s'est figé sur place. Il n'a pas crié, n'a pas appelé, il est simplement resté là à regarder devant lui. Nous nous sommes approchés. Devant nous se trouvait une fissure dans le sol, pas très large, peut-être 5 mètres de diamètre. Mais ce n'était pas cela qui était inhabituel. Au centre, des marches en pierre descendaient vers le fond. Elles étaient faites d'une pierre sombre, presque noire, lisse, sans aucune fissure ni éclat dû au temps. Chaque marche était un rectangle parfait. Elles semblaient avoir été taillées la veille et non laissées là depuis des centaines ou des milliers d'années. La végétation ne les touchait pas. L'herbe et la mousse poussaient tout autour, mais l'escalier lui-même était propre. Nous n'avons pas discuté de ce qu'il fallait faire. N'importe quel spéléologue ou géologue à notre place aurait fait la même chose. C'était la découverte pour laquelle nous étions venus ici. Nous avons vérifié notre équipement, fixé les cordes de sécurité, même si l'escalier semblait parfaitement sûr. Elara a prélevé des échantillons d'air à l'entrée. La composition était normale, aucun gaz toxique. Nous avons commencé la descente. La lumière de nos lampes frontales éclairait les marches parfaites dans l'obscurité. Nous descendions lentement, Rhys marchait à reculons pour filmer notre descente. Il marmonnait sans cesse quelque chose à propos de l'éclairage et des angles de prise de vue. Kaylen marchait devant, s'arrêtant tous les 10 mètres pour examiner les parois de la crevasse. Il disait que la roche lui était inconnue, qu'il s'agissait d'une sorte de basalte, mais avec une structure anormale, presque polie. Nous avons compté 273 marches. La dernière marche nous a menés à une plateforme plane. La crevasse au-dessus de nos têtes s'est rétrécie jusqu'à former une fine bande de lumière du jour. Mais ici, en bas, il ne faisait pas complètement noir. D'en haut, du plafond de l'immense grotte dans laquelle nous étions arrivés, une lumière jaune, uniforme et calme se déversait. La source de lumière n'était pas visible. Elle était simplement là, comme si l'air lui-même brillait. Nous avons éteint nos lampes. Nous nous trouvions à la périphérie d'une ville. C'était sans aucun doute une ville. Des rues droites s'étendaient à perte de vue, bordées de maisons des 2 côtés. Les bâtiments étaient bas, d'1 ou 2 étages, construits dans la même pierre sombre que l'escalier. Ils avaient dans des toits, des murs, des portes et des fenêtres. Mais les fenêtres n'avaient pas de vitres et il n'y avait pas de porte. À la place, chaque ouverture était fermée par une amulette. Elles étaient dallées tressées à partir de petits os d'animaux et de tendons sombres. Des crânes d'oiseaux, des os de rongeurs, des phalanges de doigts d'animaux plus gros. Tout cela était assemblé en motifs complexes et symétriques. Je sentis mon pouls s'accélérer. Elara se tenait à côté de moi. Sa respiration était superficielle. Elle sortit un dosimètre de son sac et l'alluma. Il ne dit rien, aucune radiation. Kaylen s'approcha du mur de la maison la plus proche et passa sa main dessus. Il dit que la pierre était chaude au toucher alors que l'air dans la grotte était frais. Rhys déplaça lentement la caméra pour filmer le panorama. Son bavardage habituel cessa. La ville était plongée dans un silence complet.
On n'entendait ni le vent, ni le bruit de l'eau qui coulait, ni l'écho de nos pas. Nous avons avancé dans la rue principale. Nos bottes ne faisaient aucun bruit sur les pavés. Tout était intact, intact. Il n'y avait ni déchets, ni poussière, ni traces de destruction. Mais il y avait une sensation de vide total. Nous avons jeté un coup d'œil dans les maisons. À l'intérieur, il n'y avait ni meubles, ni objets domestiques, juste des pièces en pierre nues, avec des fenêtres vides, dans lesquelles pendaient des amulettes en os. Nous avons parcouru plusieurs quartiers. L'architecture était monotone. Toutes les maisons se ressemblaient, comme si elles avaient été construites à partir d'un même modèle. Les rues se croisaient à angle droit. Nous sommes arrivés sur la place centrale. Elle était immense, pavée de dalles sombres et lisses. Il n'y avait rien au centre de la place, juste un espace vide. Et c'est là que nous les avons vus. Ils sont apparus au loin, à l'autre bout de la place. D'abord une silhouette, puis 2, puis 10. Ils sortaient dans des rues de latérales et se dirigeaient vers le centre. C'étaient des créatures grandes et anormalement maigres. Leur peau était pâle, presque blanche. Ils portaient des masques en bois, sombres, longs, qui couvraient tout leur visage, avec de longues fentes pour les yeux. Ils étaient juste vêtus de simples capes de sombre. Ils se déplaçaient lentement, mais leurs mouvements étaient parfaitement synchronisés. Ils marchaient tous au même rythme, comme un seul organisme. Chacun d'eux tenait dans ses mains un long bâton au bout duquel était suspendu un crâne humain. Nous nous sommes figés. Rhys a baissé sa caméra. J'ai posé ma main sur la crosse de mon pistolet de signalisation, même si je savais qu'il serait totalement inutile ici. Les créatures remplirent le côté opposé de la place et s'arrêtèrent. Elles étaient au moins une centaine. Elles se restaient immobiles et regardaient venir dans notre direction. Nous n'entendions aucun son provenant d'elles. Puis, l'une des silhouettes se détacha du groupe et s'avança lentement vers nous. Elle ne portait pas de bâton, avec un crâne. Ses mains étaient vides. Arrivée à une dizaine de mètres, elle s'arrêta. Puis elle a levé la main et a fait un geste qui ne pouvait être interprété que d'une seule manière. Elle nous invitait à la suivre. Nous nous sommes regardés. Nous n'avions nulle part où fuir. L'escalier était derrière nous et le passage était désormais bloqué par la foule de ces créatures. Nous ne voyions aucune agressivité directe dans leurs actions. J'ai constaté que nous n'avions pas le choix. Nous avons lentement suivi la silhouette. Elle nous a conduits à travers la place jusqu'au plus grand bâtiment que nous ayons vu dans cette ville. Il n'avait pas de fenêtre, seulement une immense porte au centre. Nous sommes entrés à l'intérieur. C'était une salle gigantesque dont le plafond se perdait quelque part dans la même lueur jaune. Au centre de la salle se trouvait un autel massif en pierre. Sur celui-ci était posé un grand bol en pierre, rempli à ras-bord d'un liquide épais, sombre, presque noir. Notre guide s'approcha de l'autel et s'arrêta. Elle se tourna vers nous. Puis, elle passa lentement ses longs doigts d'opale sur son cou, imitant le geste de trancher la gorge. Après cela, elle pointa son doigt d'Iov vers nous. Je sentis ma bouche s'assécher et mon cœur se mettre à battre si fort que j'en avais les oreilles, qui sifflaient. Je me retournai. L'entrée de la salle par laquelle nous étions entrés était bloquée. 10 autres silhouettes masquées se tenaient là, bloquant la seule issue. Rhys, qui se tenait à côté de moi, leva la caméra d'une main tremblante et alluma la puissante lampe torche. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. C'était peut-être une réaction instinctive. Un faisceau blanc aveuglant a illuminé le plafond de la salle. Et alors, nous avons tout vu. Des dizaines de corps étaient suspendus au plafond, attachés par les pieds. Certains étaient frais, d'autres avaient été réduits à l'état de momies desséchées. D'autres encore n'étaient plus que des squelettes. Ils étaient alignés comme des carcasses dans un abattoir. Sous chaque corps, sur le sol, se trouvait un bol en pierre.
identique à celui qui se trouvait sur l'autel. La plupart d'entre eux étaient vides. Nous n'étions pas des invités, nous étions la matière première d'un rituel. Mon corps a cessé de m'obéir. Je restais debout à regarder les cadavres suspendus, et la seule chose que je percevais était le rythme accéléré de mon cœur et le bruit du sang dans mes oreilles. Le temps semblait s'être ralenti. J'ai vu Elara faire un petit pas en arrière, sa main agrippée à l'épaule de Kaylen. Kaylen restait immobile, le visage d'une pâleur cadavérique. Rhys fut le premier à sortir de sa torpeur. Sa réaction n'était pas réfléchie. C'était de la panique pure et animale. Il poussa un cri bref et étouffé et se précipita vers la sortie. Il n'essayait pas d'attaquer les silhouettes. Il voulait simplement se frayer un passage à travers elles et s'enfuir de cette salle. Les 10 silhouettes qui bloquaient sur le passage ne bougèrent ni pas d'un pouce. Elles ne levèrent même pas les bras. Lorsque Rhys, qui courait à toute vitesse, percuta leur rangée, il n'y eut pas le choc attendu. Son corps s'arrêta comme s'il avait heurté un mur de pierre. Les silhouettes ne vacillèrent trop pas. Elles absorbèrent simplement son élan. Puis, avec la même synchronisation et la même lenteur calculée, 2 d'entre elles tendirent les bras et saisirent Rhys par les épaules. Il cria à nouveau, cette fois-ci plus fort et avec désespoir, et commença à se débattre. Ses efforts n'eurent aucun effet sur eux. Leur prise était absolue. La silhouette qui nous avait conduits ici se tourna vers elle. Elle fit un signe de tête à peine perceptible. Les 2 silhouettes qui retenaient Rissa se retournèrent et le traînèrent vers l'autel. Il s'arc-bouta contre le sol en pierre, mais ses chaussures glissaient sur la surface lisse. Il continuait de crier. Les 8 autres silhouettes à l'entrée se regroupèrent, formant à nouveau un mur monolithique. Nous n'étions plus que 3. Nous regardions Risa être traînée vers l'autel. La créature sans bâton, manifestement le grand prêtre de ce lieu, l'attendait là. Elle posa sa main pâle sur la nuque de Risa et appuya fortement, le forçant à s'agenouiller devant l'autel. Le calice contenant le liquide sombre était placé juste devant son visage. Je compris ce qui allait se passer. Ce n'était pas une simple prise de conscience, c'était une constatation froide, basée sur l'observation. Il s'apprêtait à accomplir le même rituel qui avait conduit à l'apparition de dizaines de corps sous le plafond. Et Rissa était le premier. Ce fait me sortit de ma torpeur. La panique fit place à l'action. Un pistolet de signalisation était accroché à ma ceinture. Je ne pensais pas qu'il puisse causer de graves dommages à ces créatures, mais c'était la seule arme dont je disposais. Le bruit fut assourdissant, la lumière aveuglante. C'était une violation de leur ordre parfait et silencieux. J'ai arraché le pistolet de son étui. Le mouvement fut si brusque qu'Elara, qui se tenait à côté de moi, sursauta. J'ai armé le chien. Le clic a résonné dans la salle. La silhouette près de l'autel a lentement tourné son masque vers moi. Elle n'a pas accéléré le mouvement. Elle ne semblait ni surprise ni inquiète. Elle avait simplement ajouté une nouvelle variable à son équation rituelle. Les 2 silhouettes qui avaient amené Rhys le lâchèrent et firent un pas vers moi. Elles se déplaçaient avec la même lenteur implacable. Il me restait quelques secondes. Je levai mon pistolet, visant la silhouette centrale près de l'autel. Mais mes mains tremblaient. J'appuyai sur la détente. Le coup de feu déchira le silence. Une fusée rouge siffla en sortant du canon, laissant derrière elle une traînée de fumée. Elle passa près de la tête du prêtre. J'avais raté mon coup. La fusée ne frappa pas la créature, mais le bol en pierre posé sur l'autel. On entendit le bruit sourd de la pierre qui se brisait. La coupe vola en éclats. Un liquide noir et épais ne se répandit pas simplement sur l'autel. Au moment où il entra en contact avec l'air, il sembla bouillir, libérant un nuage de fumée noire et âcre. Le liquide qui éclaboussa la pierre de l'autel siffla et la rongea comme de l'acide concentré. Et à ce moment-là, tout changea.
la synchronisation parfaite des créatures fut rompue. Les deux silhouettes qui s'avançaient bas vers moi s'arrêtèrent. L'une d'elles émit un son semblable à celui du métal raclant le verre et saisit son masque. Toutes les créatures dans la salle se figèrent. Leur ordre monolithique s'effondra. La lumière jaune, uniforme qui inondait la salle, se mit à clignoter comme une lampe défectueuse. De l'extérieur, de la ville, parvint un son grave et bourdonnant. Il venait de partout, il vibrait dans la pierre sous nos pieds, dans l'air, dans nos os. Cela ressemblait au gémissement d'un animal géant blessé. Le prêtre près de l'autel recula devant la flaque noire qui bouillonnait. Il la regardait, et pour la première fois, son attitude trahissait quelque chose qui pouvait être interprété comme de la confusion. Le riz, laissé sans surveillance, roula loin de l'autel et glissa sur le côté, crachant de la fumée noire. « Courons !» cria Kaylen. Sa voix se brisa. Il attrapa Elara par la main et ils se précipitèrent vers la sortie. Les silhouettes qui bloquaient Dong et le passage ne formaient mais plus un mur. Leur formation était brisée. Certaines se balançaient d'un côté à l'autre, d'autres restaient simplement debout, les bras ballants. Elles semblaient désorientées. Je me précipitai derrière Kaylen et Elara. Nous courûmes entre les silhouettes. Aucune d'entre elles ne tenta de nous arrêter. Nous sortîmes en courant de la salle et nous retrouvâmes sur la place. La ville avait changé. La lumière jaune au-dessus de nous continuait de clignoter frénétiquement, projetant des ombres nettes et saccadées. Le grondement sourd s'intensifia et fut rejoint par une pulsation distincte et lente qui faisait vibrer le sol. Les amulettes en os dans les ouvertures des maisons se balançaient et s'entrechoquaient, bien qu'il n'y ait toujours pas de vent. Nous nous sommes arrêtés sur la place pour essayer de nous repérer. Rhys nous a suivis en courant, le visage déformé. Il courait sans regarder où il allait et a disparu dans une rue latérale. « Par là, vers l'escalier !» ai-je crié en montrant la direction d'où nous venions. Nous avons couru dans la rue principale. Le grondement sourd devenait de plus en plus fort. De fines fissures sont apparues sur les murs des maisons. Le même liquide noir que celui qui se trouvait dans le bol a commencé à s'écouler, mais en quantité beaucoup plus faible. Il coulait en minces filets sur la pierre sombre. La ville, qui semblait morte et immobile, donnait maintenant l'impression d'être un être vivant qui se tordait dans l'agonie. Nous avions troqué notre rituel froid et précis contre un chaos incontrôlable. Je ne savais pas ce qui était le pire. Nous courions dans la rue principale et le monde autour de nous s'effondrait. Le grondement pulsatoire était devenu si intense que je le sentais résonner dans ma poitrine. Chaque battement de cette pulsation invisible faisait trembler le sol. À plusieurs reprises, j'ai perdu l'équilibre et j'ai failli tomber. La lumière jaune au-dessus de nous ne clignotait plus. Il était passé à un mode de flash chaotique, alternant avec l'obscurité totale. Pendant 1 ou 2 secondes, nous étions plongés dans le noir absolu, trébuchant et nous heurtant les uns les autres, puis la réalité explosait à nouveau dans une lumière vive et douloureuse. Les silhouettes masquées n'étaient pas plus un tout. Nous en voyions plusieurs. L'une d'elles était à genoux au milieu de la rue et se cognait méthodiquement la tête contre les dalles de pierre. Une autre, brandissant son bâton orné d'un crâne, attaquait le mur d'une maison, en arrachant des morceaux de pierre noire. Leur grâce rituelle avait disparu, laissant place à une rage folle et aveugle. Ils ne semblaient pas nous remarquer. Leur monde était détruit, et nous en étions la cause. Le liquide noir ne coulait plus en minces filets. Il s'écoulait de larges fissures dans les murs, formant de grandes flaques fumantes sur la chaussée. La fumée âcre piquait les yeux et provoquait des quintes de toux. Elara se couvrait la bouche et le nez avec la manche de sa veste. Nous nous sommes arrêtés à un carrefour. La rue par laquelle nous devions passer pour retourner à l'escalier était recouverte de cette boue noire. Elle bouillonnait et sifflait. « Il faut trouver un détour !» cria Kaylen,
couvrant le grondement. Nous avons tourné dans une ruelle latérale, espérant qu'elle nous mènerait dans la bonne direction. L'architecture de la ville, qui nous semblait simple et logique, était désormais un labyrinthe. Les éclairs de lumière et l'obscurité rendaient toute orientation impossible. Dans cette ruelle, nous avons aperçu la caméra de Race. Elle gisait sur le côté, à moitié immergée dans une petite flaque de liquide corrosif. L'objectif avait fondu, se transformant en une masse informe. À côté de la caméra se trouvait un morceau de tissu provenant de son pantalon. Race était introuvable. J'ai senti un spasme violent dans l'estomac. Je ne me suis pas permis de penser à ce qui lui était arrivé. J'ai attrapé Kaylen et Elara par le bras. « Par ici, vite !» ai-je ordonné. Nous n'avions pas le temps de nous apitoyer ou d'être sous le choc. Le moindre retard pouvait nous être fatal. Nous avons couru encore quelques pâtés de maison. À un moment, pendant une nouvelle vague d'obscurité, le corniche d'un immeuble s'est effondré juste devant nous. Des blocs de pierre sont tombés dans un grand fracas à l'endroit où nous aurions dû nous trouver une seconde plus tard. Nous avons bondi en arrière et je suis tombé, me cognant douloureusement le genou. Kaylen m'a aidé à me relever. Enfin, nous l'avons vu. La plateforme d'où nous avions commencé notre descente et l'escalier lui-même s'élevant vers la noirceur salvatrice de la crevasse où le monde réel et vivant nous attendait. Mais la vue qui s'offrit à nous anéantit notre dernier espoir d'un sauvetage facile. Les secousses n'avaient médassé pas épargné l'escalier. Plusieurs marches supérieures s'étaient effondrées, bloquant le passage avec un tas de pierres. La crevasse au-dessus de nous semblait s'être rétrécie. Il y avait un passage, mais il était désormais étroit et dangereux. Pour sortir, il fallait escalader les débris d'arc qui s'effritaient. Et au moment où nous avons couru sur la plateforme, je me suis retourné. De 3 rues différentes menant à cet endroit, des silhouettes masquées s'avançaient bonnies vers nous. Elles étaient une dizaine. Leurs mouvements n'étaient peut-être plus lents. Elles couraient, trébuchaient. Leurs mouvements étaient saccadés et fébriles. Elles nous avaient antévus. Leur rituel silencieux était rompu, mais leur objectif semblait inchangé. Nous étions des étrangers, des profanateurs, et ils voulaient nous détruire. « En haut, vite !» ai-je crié. Elara a été la première à se précipiter vers le décombre. Elle a commencé à grimper, en s'agrippant au bord de tranchants des pierres. Kaylen l'a suivie, la poussant et l'aidant à trouver un appui. Je suis resté en bas pour les couvrir. J'ai retiré la douille vide de mon pistolet et j'ai inséré une nouvelle cartouche de signalisation. Il ne m'en restait plus qu'une. Les silhouettes étaient déjà à mi-chemin de la place. Elles ne faisaient aucun bruit, mais leur approche rapide et chaotique était plus effrayante que n'importe quel cri. Elara avait presque atteint les marches intactes. Kaylen était à mi-chemin. Je levai mon pistolet. Je ne visais pas. Je tirais simplement en direction de la foule qui approchait. Une fusée rouge traça le ciel et explosa parmi eux. Cela ne leur fit aucun mal, mais les fit s'arrêter un instant, reculer devant le flash. Cela me donna quelques secondes. Je me retournai et commençai à escalader les décombres. Les pierres étaient pointues et instables. L'une d'elles glissa sous mon pied et je faillis tomber. Je les entendais atteindre le pied de l'escalier. J'entendais le bruit de leurs mains ou de leurs pieds sur les pierres juste en dessous de moi. Je me hissais sur la première marche intacte et levais les yeux. Kaylen et Elara étaient déjà à une dizaine de mètres au-dessus de moi. Je baissais les yeux. L'une des silhouettes avait déjà franchi l'obstacle et commençait à gravir les marches. Ses mouvements étaient rapides et surhumains. Elle s'agrippait à la pierre de ses 4 membres, tel un insecte géant. Je me suis retourné et j'ai couru dans les escaliers, sautant 2 marches à la fois. Je les entendais grimper derrière nous. Ce bruit, comme celui de griffes ou d'os raclant la pierre, nous poursuivait tandis que nous courions vers la lumière. Nous avons couru dans un escalier sans fin. Mes poumons étaient en feu.
Chaque respiration était douloureuse et superficielle, sans apporter de soulagement. La douleur dans mon genou meurtri est devenue aiguë, et chaque pas vers le haut était accompagné d'une pulsation lancinante. Devant nous, à une quinzaine de mètres, Kaylen et Elara couraient. Leurs silhouettes se détachaient en noir sur la bande de lumière du jour qui se rétrécissait au-dessus de nous. La lueur jaune sous nos pieds avait presque disparu, remplacée par une obscurité profonde d'où provenait un bruit, un grincement, rapide, saccadé, méthodique, le bruit d'une créature qui nous poursuivait et elle seule était plus rapide. Je me forçais à ne pas me retourner. Je me concentrais sur les marches devant moi, sur le dos de mes compagnons, sur la bande de ciel qui s'élargissait lentement, douloureusement lentement. L'air changeait. L'atmosphère fraîche et immobile de la grotte faisait place à l'air chaud et humide de la forêt. Je sentais l'odeur des feuilles de pourri et de la terre. Nous étions proches. À ce moment précis, la terre trembla à nouveau. Ce n'était pas une secousse aussi forte qu'en bas, dans la ville, mais un choc bref et violent. De la terre et des petits cailloux tombèrent du plafond. Je levai la main pour me protéger le visage. Devant moi, j'entendis le cri d'Elara et un grand fracas. Lorsque la poussière se fut dissipée, je compris ce qui s'était passé. À 10 mètres au-dessus de nous, un escalier s'était effondré. 4 ou 5 marches avaient disparu, formant un trou d'environ 2 mètres de large. Derrière, l'escalier continuait, intact, jusqu'au sommet. Mais cette brèche était pour nous un obstacle presque infranchissable. « Je ne peux pas !» La voix d'Elara était au bord de l'hystérie. Elle se tenait au bord du précipice. « Tu peux !» cria Kaylen. « Saute, je t'attrape !» Il se tenait de l'autre côté, ayant réussi à atteindre l'effondrement. Il lui tendait les bras. Le grincement derrière moi s'intensifia. Ça se rapprochait. Nous n'avions pas le temps. Je courus vers Elara. « Saute, Elara, maintenant !» ordonnai-je. Je l'ai attrapée par les épaules et l'ai littéralement poussée vers le bord. Elle a fermé les yeux et a sauté. C'était un saut désespéré et maladroit, mais Kaylen était prêt. Il l'a attrapée et ils sont tombés ensemble sur les marches de pierre. Ils étaient dits de l'autre côté. C'était maintenant mon tour. Le grincement résonnait déjà juste en dessous de moi. J'entendais sa respiration saccadée et sèche. Je regardais en bas. La créature était à 5 mètres de moi. Elle se déplaçait à une vitesse incroyable, ses longs membres pâles s'agrippant au bord des marches. Son masque de bois était tourné vers moi. Je pris mon élan et me propulsai de toutes mes forces. Une douleur fulgurante me traversa le genou. Je volai. Pendant un instant, je crus que je n'atteindrais pas l'autre côté, mais mes mains heurtèrent le bord de l'escalier. Mes doigts glissèrent sur la pierre. Je commençai à tomber. Kaylen m'attrapa par le poignet. Sa prise était faible, il était lui-même à bout de force. Et à ce moment-là, je sentis quelque chose de glacé et de dur se refermer sur ma chaussure. La créature m'avait rattrapé. Elle s'accrochait à ma jambe, essayant de me tirer vers le bas. J'ai crié, non pas de peur, mais de rage et de douleur. Je frappais son bras avec ma jambe libre, mais sa prise ne faiblissait pas. Alors je me suis retourné et je l'ai regardé. Il levait son autre bras pour m'attraper. J'ai agi instinctivement. Le marteau de géologue était toujours accroché à ma ceinture. Je l'ai attrapé. J'ai pris mon élan et j'ai frappé avec le bout pointu sur sa tête, sur son masque en bois. Il y a eu un grand craquement. Le masque s'est fendu et ses morceaux ont volé dans l'obscurité. J'ai pris mon élan à nouveau, visant le visage, et ce que j'ai vu m'a figé sur place pendant une fraction de seconde. Il n'y avait pas de monstre sous le masque. Il n'y avait pas de traits déformés ni de gueule bestiale. Il n'y avait presque rien. Une peau lisse, tendue et pâle. Pas de nez, pas de sourcils, pas d'yeux. À la place des yeux, il n'y avait que des cavités lisses recouvertes de peau.
et seulement une fine fente parfaitement droite à l'endroit où aurait dû se trouver la bouche. La créature émit un sifflement et la fente sur son visage s'ouvrit légèrement, révélant non pas des dents, mais quelque chose qui ressemblait à des plaques d'os denses. Ma torpeur disparut. Je frappai à nouveau, cette fois de toutes mes forces. Le marteau s'enfonça profondément dans sa tête. L'emprise sur ma jambe se relâcha. La créature tomba sans un bruit et disparut dans l'obscurité de la crevasse. Kaylen fit un dernier effort pour me hisser sur les marches. Je m'allongeai sur la pierre, essayant de reprendre mon souffle. Nous étions en sécurité. L'ennemi était vaincu. Nous nous relevâmes et, titubant, franchîmes les 20 ou 30 dernières marches. Nous nous étions échappés. Nous étions à genoux sur le sol, parmi les fougères et la mousse, respirant l'air pur et vivifiant de la forêt. La lumière du soleil filtrait à travers la cime des arbres. Le silence régnait. Il n'y avait ni bourdonnement, ni pulsation, ni grincement. Seul le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles se faisaient entendre. Nous avions réussi. Nous avions survécu. Nous sommes restés allongés sur le sol pendant quelques minutes, incapables de bouger. Puis je me suis forcé à me relever. Je me suis approché du bord de la crevasse et j'ai regardé en bas. Il n'y avait que l'obscurité. Kaylen et Elara m'ont rejoint et se sont tenus à mes côtés. Nous sommes restés silencieux. Et dans ce silence, un bruit est venu de l'au-delà de la crevasse. Le même grincement d'os contre la pierre, mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Il était multiple. C'était un chœur. Ils étaient des dizaines, peut-être des centaines. Et ils montaient tous vers nous. Pendant un instant, nous restâmes figés, cloués sur place par le bruit qui venait de sous la terre. Puis l'instinct de survie prit le dessus. Elara fut la première à s'enfuir. Elle se retourna simplement et se précipita dans l'épaisseur de la forêt, sans se soucier du chemin. Kaylen se précipita à sa suite. Je m'attardai une seconde, jetant un dernier regard vers la sombre fissure dans le sol d'où s'échappait maintenant, comme d'une ruche en ébullition, un grincement polyphonique. Puis je me mis à courir. Nous traversâmes la forêt à toute vitesse. Notre course était paniquée et chaotique. Les branches nous fouettaient le visage. Les racines des arbres s'agrippaient à nos jambes. Nous tombions, nous nous relevions et nous courions à nouveau. Je ne pensais pas à la direction à prendre. Ma seule pensée était de m'éloigner le plus possible de la crevasse. Le bruit nous poursuivait. Il était partout. Le grincement de dizaines de créatures grimpant sur les rochers a été remplacé par un bruissement et un craquement lorsqu'elles ont atteint la surface et se sont lancées à notre poursuite à travers la forêt. Elles se déplaçaient avec une rapidité surnaturelle. Je les entendais casser des branches sèches et fouiller dans les broussailles. Et ce bruit venait tantôt de la droite, tantôt de la gauche, tantôt juste derrière moi. Ils ne se contentaient bien pas de courir après nous, ils se dispersaient dans la forêt pour nous encercler. Nous avons couru environ 1 kilomètre, peut-être plus. Je ne sentais plus ma douleur aux genoux. Tout mon corps n'était plus qu'un concentré d'adrénaline et de fatigue. Elara commençait à se faire distancer. Elle trébuchait à chaque pas. Sa respiration était sifflante. Kaylen essayait de la soutenir, mais ses forces l'abandonnaient aussi. Je savais que nous ne tiendrions pas longtemps. Ils étaient plus rapides, plus endurants. Ils chassaient. Devant moi, j'aperçus des buissons épais au pied d'un petit promontoire rocheux. « Par là, haltai-je. Il faut se cacher. » Nous nous frayâmes un chemin à travers les branches épineuses et nous nous blottîmes contre la pierre froide. Pendant quelques instants, un silence relatif régna, rompu seulement par notre respiration haletante et saccadée. Nous restâmes assis, immobiles, à écouter. Le bruit de leurs pas cessa. « Ils sont partis ?» demanda Elara dans un murmure. « Non, » répondit Kaylen, tout aussi bas. « Ils se sont arrêtés. Ils écoutent. Ils nous cherchent. » Sa curiosité scientifique avait complètement disparu.
Il n'y avait plus que la peur dans sa voix, qu'il essayait de contrôler. Il jeta un coup d'œil derrière la pierre. Je ne vois personne. Nous restâmes dans notre cachette pendant environ 5 minutes. Le silence était presque aussi tendu que pendant la poursuite. Kaylen se tourna vers moi. « Donovan, dit-il très doucement, nous devons nous séparer. À 3, nous n'avons aucune chance. Ils sont trop rapides. Mais si nous nous séparons, l'un de nous aura peut-être une chance de s'échapper, d'atteindre le camion. » Il me regardait et je ne voyais pas de lâcheté dans ses yeux, mais un calcul froid et cruel. « Tu étais le plus rapide d'entre nous, même avec ta jambe blessée. Et Lara et moi, on va courir dans l'autre direction. On va les distraire. Tu dois atteindre la radio. » Je le regardais, puis Elara, qui était assise, les genoux serrés contre elle, se balançant d'avant en arrière. Je constatais que sa proposition était logique d'un point de vue mathématique. Je constatais également que je ne pouvais pas accepter. « Non, répondis-je. Nous ne savons pas comment ils chassent. Ils se repèrent peut-être au son. 2 groupes créeront 2 sources de bruit, et ils se sépareront simplement pour nous attaquer, un par un. Tant que nous sommes ensemble, nous pouvons nous défendre. Une seule source de bruit est plus facile à contrôler. » Mes arguments étaient tactiques, mais je savais que je ne pouvais pas les abandonner ici. À ce moment-là, une branche craqua à 20 mètres de nous. Nous nous sommes figés. Puis j'ai vu du mouvement. Une silhouette pâle sans masque a filé entre les arbres. Puis une autre. Ils ne couraient pas. Ils se déplaçaient lentement, fouillant la forêt, leurs visages sans yeux tournant d'un côté à l'autre. Ils ne nous avaient donc pas encore remarqués, mais ils étaient beaux proches. Notre courte pause était terminée. Je fis signe à Kaylen et Elara. Nous sortîmes de notre cachette de l'autre côté et, en nous baissant autant que possible, nous nous remîmes à courir. Cette fois, notre course n'était plus aussi effrénée. Nous essayions d'avancer plus silencieusement, mais plus vite. Derrière nous, nous entendîmes un bruit sec et grinçant. On nous avait repérés. La poursuite reprit. Maintenant, je ne les entendais plus seulement, je les voyais aussi. Ils filaient entre les arbres. Leurs mouvements ressemblaient à ceux d'araignées géantes. Ils couraient à 4 pattes, leur corps plaqué au sol, ce qui leur permettait d'atteindre une vitesse incroyable. Nous avons débouché sur une petite clairière et j'ai compris que nous étions pris au piège. Plus loin, une pente raide recouverte d'une forêt dense nous attendait, qui nous ralentirait encore plus. Mais au milieu de la clairière, elle se dressait. Une vieille cabane noircie par le temps, probablement une cabane de chasseurs. Une fenêtre était brisée, la porte ne tenait plus qu'à un seul loquet. Ce n'était pas une option, c'était notre seule chance. « Dans la maison, courez !» ai-je crié. Nous avons traversé la clairière en quelques secondes. Je les entendais grimper juste derrière moi. Ils étaient plus près que jamais. J'ai littéralement poussé Elara et Kaylen à l'intérieur. Puis, je me suis appuyé contre la porte fragile. Elle s'est refermée dans un grincement. À l'intérieur, il y avait un loquet en bois, massif. Je le soulevai péniblement et le glissai dans les rainures. Au même instant, quelque chose de lourd heurta la porte. Puis, une autre fois, on entendit un craquement de bois. Nous nous éloignâmes de la porte et nous enfonçâmes dans la seule pièce. Ellis était vide, à l'exception d'une table pourrie et d'une chaise renversée. La lumière du jour pénétrait par les fissures dans les murs et la fenêtre brisée. Et avec elle, des bruits, des grincements. Ils venaient de partout. Quelqu'un grattait les murs à l'extérieur. Quelqu'un essayait d'enfoncer ses longs doigts pâles dans la fenêtre brisée. Puis, les coups sur la porte cessèrent. Le silence s'installa. Puis, nous les entendîmes grimper sur le toit. Nous ne fûmes pas. Nous nous enfermâmes simplement dans notre cage pendant qu'ils s'organisaient à l'extérieur. Le grincement sur le toit s'intensifia, accompagné du bruit du bois qui se fendait. Juste au-dessus de nous, au centre du plafond, les vieilles planches
se courbèrent. De la sueur et de la terre tombaient entre elles. Nous nous sommes blottis dans le coin, le plus éloigné de la pièce, loin de la porte et du centre. Et Lara était assise par terre, la tête contre ses genoux, et se balançait monotonement. Son corps tremblait. Kaylen se tenait à côté de moi, les poings serrés si fort que ses jointures étaient blanches. Il regardait le plafond. Son analyse scientifique de la situation était terminée. Il ne restait plus que la terreur animale. Je détournai mon regard du toit qui s'affaissait vers la porte barricadée, puis vers la fenêtre brisée. Dans l'embrasure, je voyais du mouvement. Des mains pâles aux longs doigts s'agrippaient au cadre, essayant de l'élargir. Des ombres apparaissaient également dans les interstices entre les rondins. Elles recouvraient la cabane de tous côtés. Nous étions pris au piège et celui-ci se resserrait. À ce moment-là, mon regard tomba sur quelque chose dans un coin, recouvert de chiffon pourri. C'était un vieux bidon rouillé. Je m'approchai et la poussai du pied. Elle était lourde. Je dévissai le bouchon. Une odeur âcre et piquante de kérosène me frappa les narines. Il restait du combustible à l'intérieur. Pas beaucoup, peut-être un quart, mais c'était suffisant. Je regardai Kaylen. Je ne dis rien. Je soulevai simplement le bidon et nos regards se croisèrent. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu dans ses yeux qu'il comprenait, puis qu'il acceptait. Il savait ce que j'allais faire. Il savait que c'était notre seule issue. Ce n'était pas un choix entre la vie et la mort. C'était un choix entre la manière de mourir et la possibilité de les emmener avec nous. Il acquiesça silencieusement. Et Lara ne réagit pas. Elle n'était déjà plus avec nous. Je commençai à asperger les murs en bois sec de kérosène. Kaylen attrapa la table renversée et la traîna vers la porte, la bloquant encore plus. Puis, il se mit à arracher des morceaux de papier peint moisis des murs et à les jeter par terre, créant ainsi davantage de combustible. Un craquement assourdissant retentit au-dessus de nos têtes. Plusieurs planches du plafond se brisèrent et une longue main pâle apparut dans le trou. Elle tâtonnait dans le vide, se pliant dans des angles impossibles. Une deuxième main apparut derrière elle. Elles recommencèrent à agrandir le trou. Le temps était écoulé. Je jetai le bidon vide. Je cherchais un briquet dans la poche de ma veste. Je l'avais toujours sur moi, même si je ne fumais pas. Une habitude. Je le sortis. Mes mains ne tremblaient sonde pas. J'étais parfaitement calme. Je constatais que la peur avait disparu, laissant place à une froide détermination. J'ai actionné la molette. Une petite flamme timide est apparue dans la pénombre de la cabane. Je l'ai approchée du mur, imprégné de kérosène. Le feu a rugi. Il ne s'est pas propagé. Il a explosé. Les rondins secs et imprégnés de goudron ont pris feu instantanément. La chaleur était si intense que nous avons dû reculer jusqu'au mur le plus éloigné. La pièce s'est remplie d'une épaisse fumée noire. Les mains qui pendaient ici du plafond ont sursauté et se sont éloignées du feu. Un bruit s'est fait entendre à l'extérieur. Pour la première fois depuis le début, elles ont émis un son fort et distinct. Ce n'était ni un grincement, ni un sifflement. C'était un cri aigu et perçant, semblable au hurlement d'un animal en feu. À travers les flammes qui avaient déjà envahi l'embrasure de la fenêtre, je voyais les silhouettes à l'extérieur reculer de la hutte. Leur peau pâle et sèche s'enflammait comme du papier. Ils se transformaient en torches vivantes. Elles se précipitaient dans la clairière, en hurlant et en projetant des étincelles autour d'elles. L'herbe sèche s'enflammait, puis le feu se propageait aux buissons, puis, avec un rugissement affamé, aux arbres. Nous étions tous les trois au centre de notre bûcher funéraire. La fumée nous brûlait les yeux, nous ne pouvions plus respirer. Le toit au-dessus de nous a commencé à s'effondrer, des poutres enflammées tombaient à l'intérieur. Le monde entier à l'extérieur de notre cabane s'est transformé en un enfer de feu. J'ai vu le feu dévorer la forêt, se propageant à une vitesse incroyable. Nous ne les avions pas simplement tués,
Nous avions détruit cet endroit, et nous avions détruit notre propre existence avec lui. La dernière chose que j'ai entendue n'était pas le hurlement des créatures, ni le crépitement du feu. C'était le grondement profond et croissant de l'incendie de forêt que nous avions déclenché. Un son qui était définitif. Il a englouti tout le reste.